Étranger. Je suis assis ici, dans cette salle d'attente d'hôpital stérile, les mains crispées, tentant de garder mon calme. Mon fils, Marc, vient d'être admis en urgence, les ambulanciers se précipitant, les médecins agissant comme s'ils avaient fait ça 1000 fois. Cependant, je ne parviens pas à me débarrasser de la panique. Je dois rester calme pour lui, mais c'est difficile. Je n'arrête pas de me demander pourquoi nous sommes ici, pourquoi Marc est allongé sur un lit de la salle d'urgence, blessé, pourquoi Victoria n'a pas tenu sa promesse d'aller le chercher aujourd'hui. C'était censé être son jour, mais une fois de plus, elle a oublié. Je l'ai appelé quand j'ai appris la nouvelle. Pas de réponse, encore une fois. Occupé. Je vous rappellerai plus tard. C'est tout ce que j'ai eu. Mon fils est en danger, et elle est occupée. Je sens ma frustration monter en flèche. Je recompose son numéro, espérant quelque chose, n'importe quoi. Silence. Son silence. Je ne peux pas le supporter. Elle devrait être là, je murmure pour moi-même. Elle devrait être là pour lui. Chris et Judy, mes deux aînés, se précipitent. Ils ne disent pas grand-chose, mais je peux le voir sur leur visage, la peur, la confusion. Judy serre le bras de Chris comme si elle s'accrochait à quelque chose de solide. « Papa ? Est-ce qu'il va bien ?» demande Chris, sa voix vacillant malgré ses efforts pour la maîtriser. « Je ne sais pas, » dis-je. Ils sont toujours en train de s'occuper de lui. Ils vont l'emmener au bloc opératoire. Ma voix se brise. Pourquoi elle ne l'a pas récupéré? Elle avait promis. Ils regardent tous les deux mon téléphone, attendant un signe que leur mère va arriver. « Tu l'as appelé ?» demande Chris, le visage crispé par la frustration. Je l'appelle depuis plus d'1 heure. Je jette un coup d'œil à l'écran, espérant quelque chose. Je ne sais pas où elle est. Je sors dans le couloir, essayant de me ressaisir. Le silence me pèse, m'étouffe. Je compose son numéro à nouveau, une dernière fois, mon doigt tremblant en appuyant sur l'écran. Le téléphone sonne, 1, 2, 3 fois, puis le même message, occupé. Je vous rappellerai plus tard. Mon poing se serre. Plus tard. J'ai envie de hurler. Je me retourne pour voir le docteur s'approcher. Il est sérieux mais calme. Monsieur Edwards? J'acquiesce, essayant de me calmer. Les blessures de Marc sont importantes. Nous devons l'emmener au bloc opératoire immédiatement. Les mots me frappent comme un coup de poing dans le ventre. Il a de la chance de ne pas avoir été touché plus gravement, mais nous devons agir vite. J'expire, essayant d'avaler ma peur. Est-ce qu'il va s'en sortir? C'est critique, mais il est jeune, et nous faisons tout ce que nous pouvons. Il aura besoin de l'opération, mais si elle se passe bien, il devrait s'en sortir. J'acquiesce, essuyant une larme de mon œil. Merci. Le docteur s'en va, et je me rassois. Je ne peux pas m'empêcher de regarder la porte du bloc opératoire. Mes pensées s'emballent, et une revient sans cesse, Victoria. Il y a 1 an, les choses étaient différentes. Notre famille était proche, heureuse. Mais ensuite, tout a changé. Et je ne saurais pas dire exactement quand tout a commencé. C'était Victoria. Ça revenait toujours à elle. Quand on lui a diagnostiqué un cancer, je n'ai pas hésité. Je devais être sa force, quoi qu'il arrive. Je ne pensais pas à moi. Il s'agissait uniquement de l'aider à traverser les traitements, les opérations, les visites à l'hôpital. Pendant des mois, j'ai gardé les choses en ordre. Je m'occupais de tout, les enfants, la maison, les repas. Elle était trop faible pour se lever du lit. Certains jours, ses cheveux tombaient. Elle était pâle, fragile. Je n'arrêtais pas de me dire que je faisais ce qu'il fallait, que j'étais là pour elle. Je suis là pour toi, disais-je, en lui tenant la main pendant les traitements. Nous allons traverser ça ensemble. Mais moi, je n'allais pas bien. J'étais épuisé. Le fardeau émotionnel de voir la femme que j'aimais, vibrante, confiante, se flétrir me tuait. Je n'avais pas le temps de penser à moi. Il n'y avait pas de place pour ça. Je ne prenais pas soin de ma santé, de ma carrière, de rien. Mon poids a augmenté petit à petit. Je mangeais sur le pouce, je dormais à peine. Tout était pour elle. Elle avait besoin de moi. Les enfants avaient besoin de moi. Elle a besoin de moi, je me disais quand j'étais trop fatigué pour continuer.
Les premiers mois ont été un flou de visites à l'hôpital, de chimiothérapie, d'incertitudes sans fin. Mais j'étais là. J'ai tout gardé en ordre. Je n'ai pas montré de frustration, pas une seule fois. Mais ça m'usait. Je n'étais plus la même personne. Je ne m'en étais pas rendu compte à quel point jusqu'à ce que les choses commencent à changer. Et puis, après des mois d'inquiétude, le docteur a dit ce que j'attendais d'entendre, rémission. Je n'arrivais pas à y croire au début. Un soulagement m'a envahi. Pendant un instant, j'ai pensé que nous pourrions revenir à ce qu'il y avait avant, mais ce n'était plus pareil pour Victoria. Le cancer avait disparu, mais elle n'était plus la même. Elle était faible, hors de forme. Peu importe combien je lui disais qu'elle était belle, elle luttait contre les changements. Elle était différente, et moi aussi. Tout a changé quand Millie et Clark ont emménagé à côté de chez nous. Ils étaient plus jeunes, pleins d'énergie, et ont immédiatement attiré l'attention de Victoria. Millie, surtout, se distinguait. Elle était en forme, confiante, rayonnante. Au début, Victoria l'admirait. Mais il n'a pas fallu longtemps avant que je ne voie l'envie s'insinuer. Je la regardais, de plus en plus absorbée par son apparence. Le miroir, qui servait autrefois juste à un rapide coup d'œil, était devenu une obsession. Elle s'est mise à acheter des vêtements plus moulants, qui mettaient sa nouvelle silhouette en valeur, et à se lever tôt pour aller à la salle de sport. Millie l'a invitée une fois, et ça a suffi. À partir de ce moment, Victoria était accro. La transformation a été rapide. Elle a perdu du poids, tonifié son corps, et avec ça, l'attention, pas seulement celle de Millie, mais aussi celle des autres. Les hommes à la salle de sport lui souriaient, jetaient des regards dans sa direction, s'attardaient un peu trop longtemps. Victoria a commencé à leur rendre leur sourire. Au début, j'étais content pour elle. Elle semblait tellement pleine d'énergie, tellement confiante, mais ensuite, c'était comme si elle m'échappait. Ce n'était plus une question de se sentir mieux dans sa peau. C'était autre chose. Elle changeait, et j'avais l'impression de ne plus la reconnaître. Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à sortir à nouveau, j'ai essayé de lui dire quelque chose. Et si on allait à la salle de sport ensemble de temps en temps? Elle s'est arrêtée, son téléphone à la main, et m'a regardé un instant. C'est gentil, mais j'aime vraiment y aller seule. C'est mon espace, tu comprends? J'ai acquiescé, ressentant la piqûre mais essayant de la cacher. Bien sûr. Je pensais juste que ça pourrait être sympa, nous deux ensemble. Elle ne semblait pas s'en soucier, elle a juste haussé les épaules. Peut-être une autre fois. Mais je savais que cette fois n'arriverait jamais. Elle n'était pas intéressée. Ses séances de sport se sont faites plus longues, ses vêtements plus audacieux. Elle sautait le dîner pour s'entraîner ou faire défiler des photos d'elle sur son téléphone. Elle parlait de ses progrès en matière de fitness, de la transformation de son corps. Mais j'avais l'impression de ne plus faire partie de sa vie. Un soir, elle est rentrée tard encore une fois, après un autre dîner chez les voisins. Je ne pouvais plus me taire. Il faut qu'on parle. Elle a à peine levé les yeux, sa voix lasse. Ça peut attendre? Je suis vraiment fatigué. Non, ai-je dit, ma voix plus ferme maintenant. J'ai l'impression de te perdre. Elle a soupiré, posant son sac à main. Je me sens enfin bien dans ma peau, Alex. Pourquoi tu ne peux pas simplement me soutenir dans ça? Je le fais, mais ce n'est pas suffisant. Ma femme me manque. Tu nous manques. Elle m'a fixé longuement, son visage illisible. Je suis toujours là. Mais elle ne l'était pas vraiment, pas comme avant. Et nous le savions tous les deux. L'endroit vibrait d'énergie, lumière tamisée, rire, cliquetis de verre et une musique qui oscillait entre entrain et sensualité. C'était le 40e anniversaire de Victoria. Elle était magnifique dans cette robe rouge moulante, le genre qui la mettait au centre de l'attention. Les invités l'entouraient, lui offrant leurs félicitations, leurs vœux, leur admiration évidente. J'observais de loin, pensant d'abord que tout était innocent, mais ensuite, un homme plus jeune, charmant, sûr de lui, l'a entraînée sur la piste de danse. Elle n'a pas résisté lorsque la chanson s'est transformée en quelque chose de plus lent. L'espace entre eux semblait s'évaporer. Ses mains étaient partout sur elle, plus qu'elle n'aurait dû l'être. Elle riait, la tête renversée en arrière, le laissant la tenir d'une manière dont elle ne m'avait pas laissé faire depuis des mois. J'entendais des gens chuchoter. N'est-ce pas son mari là-bas? Quelqu'un a dit, les yeux fixés sur moi.
J'ai détourné le regard, essayant d'ignorer cela, mais je n'y suis pas parvenu. Je ne pouvais pas échapper au nœud qui se serrait dans mon estomac. Ce soir-là, en rentrant à la maison, le silence entre nous était épais, suffocant. Elle se tenait devant le miroir, enlevant ses boucles d'oreilles, sans même me regarder. « Tu t'es bien amusé ce soir » ai-je dit doucement. Elle n'a pas croisé mon regard. C'était mon anniversaire. Je méritais de m'amuser. Amusé, ai-je répété, ma voix tendue. C'est ça, c'était ça. Ce n'était qu'une danse. Ce n'était pas qu'une danse, Victoria. Ses mains étaient partout sur toi. Tout le monde l'a vu. Elle a soupiré lourdement, le dos tourné. Tu surréagis. Et toi, tu prétends que ça ne voulait rien dire. La nuit s'est terminée sans un mot, sans un contact. La nuit suivante a été la même, et la nuit d'après. Les semaines ont passé, et rien n'a changé, pas d'intimité, pas d'affection, mais elle continuait à se faire belle, à aller à la salle de sport, à passer plus de temps avec les voisins. Elle rentrait de plus en plus tard, comme si elle avait un autre endroit où être. Ce qui me blessait plus que l'absence de nous dans le lit, c'était son absence en tant que mère. Je conduisais à une réunion quand j'ai vu Marc marcher seul au bord de la route. « Marc, qu'est-ce que tu fais ? Cette route est dangereuse » ai-je crié, en me garant. Il a levé les yeux, sa voix calme. J'ai attendu, mais maman n'est jamais venue. J'étais furieux. Ce soir-là, j'ai fait irruption dans la cuisine, où Victoria faisait défiler son téléphone, complètement indifférente. Il marchait seul au bord d'une putain d'autoroute. Ma voix était forte, tranchante. Elle n'a pas bronché. J'ai été prise au travail. Ça ne se reproduira plus. Mais ça s'est reproduit. Et ce n'était pas la première fois. J'étais à la maison quand l'appel est arrivé, juste après 6 heures. Un accident de voiture, plusieurs blessés, un garçon marchant seul le long d'un tronçon de route dangereux. Le nom était Marc. L'âge correspondait, son sac à dos correspondait, la carte d'identité scolaire l'a confirmé. Je n'ai pas hésité. J'ai conduit jusqu'à l'hôpital en pilotage automatique, l'esprit anesthésié pendant tout le trajet. Je n'arrêtais pas d'appeler Victoria, encore et encore, directement sur sa messagerie vocale. À chaque fois. Je ne ressentais même plus la panique. Elle s'était transformée en quelque chose de plus froid, de plus lourd. Je ne pouvais plus respirer, je ne pouvais plus penser. Tout ce que je pouvais faire, c'était attendre. Les heures ont passé. Chaque minute s'étirait comme une éternité. Puis, enfin, la porte s'est ouverte. Un médecin est entré, un homme d'une quarantaine d'années, vêtu d'une blouse blanche, dont le regard la traduisait une histoire à lui tout seul. Il s'est assis à côté de moi, avec l'attitude d'un homme qui vient d'annoncer une nouvelle qu'il aurait préféré ne pas avoir à partager. L'opération s'est bien déroulée. Votre fils est stable pour l'instant. J'ai relâché une respiration que je ne savais pas que je retenais. Merci, ai-je murmuré, mais il est resté là. Il s'est agité sur sa chaise et s'est raclé la gorge. Il y a encore une chose, a-t-il dit. Nous avons besoin qu'un proche fournisse quelque chose d'essentiel. De préférence un parent. Bien sûr, ai-je répondu immédiatement, en me levant. Prenez tout ce dont vous avez besoin. Il a acquiescé. Nous devons juste effectuer quelques vérifications avant de procéder. Les tests ont été rapides. Un prélèvement, quelques questions, des hochements de tête silencieux de l'infirmière. Mais je suis resté là, toujours figé, à attendre. À attendre que quelque chose change. 20 minutes se sont écoulées. La porte s'est ouverte une fois de plus, et le médecin est entré. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans son expression. Il s'est assis de nouveau, plus lentement qu'avant. Monsieur Edwards, a-t-il commencé, sa voix douce mais ferme. Nous avons effectué des tests de compatibilité, et il y a quelque chose que vous devez savoir. J'ai levé les yeux. Quelque chose dans son visage m'a dit que ce n'était pas une bonne nouvelle. Médicalement parlant, vous n'êtes pas compatible. Biologiquement, vous n'êtes pas le père de Marc. La pièce a basculé. Non, pas la pièce. Ma poitrine, ma respiration. Mon monde. J'ai cligné des yeux, puis j'ai cligné des yeux à nouveau, essayant de comprendre ce qu'il disait, mais les mots ne parvenaient pas à s'enregistrer. Ce n'est pas possible, ai-je finalement réussi à dire, ma voix basse et rauque. Il doit y avoir une erreur.
Nous avons vérifié 3 fois. Je suis désolé. Mes yeux ont dérivé au-delà du médecin, vers le couloir. Quelqu'un passait, tenant un presse-papier. Quelqu'un riait doucement au poste d'infirmière. Quelque part, un moniteur émettait un bip régulier en arrière-plan, mais tout ce que je pouvais contempler, c'était le fait que Marc, mon fils, était allongé dans un lit juste derrière ce mur. Et pourtant, il n'était pas mon fils. Mais il l'était. Bien sûr qu'il l'était. Je me suis souvenu de sa première respiration, des petits doigts ridés agrippés aux miens, de la façon dont il a crié et applaudi la première fois qu'il a vu un chiot. La fois où il est tombé de son vélo et n'a pas pleuré avant de me voir courir vers lui. Les dessins, les câlins du coucher, les « je t'aime, papa » murmurés. Ma gorge s'est serrée. Est-ce que je peux encore l'aider, ai-je demandé doucement, presque effrayé de la réponse. Nous avons déjà trouvé un autre membre de la famille, a dit le médecin, sa voix douce. Il ira bien. J'ai acquiescé lentement, sentant quelque chose de lourd se poser dans ma poitrine. Mes épaules se sont affaissées. Mes mains tremblaient. Il est à moi, ai-je dit, à peine plus qu'un murmure. Quoi que vous disiez, il est à moi. Le médecin a acquiescé doucement, faisant preuve d'une sorte de respect auquel je ne m'attendais pas. Il s'est levé et s'est éloigné. Je suis resté assis, les yeux dans le vague, mon esprit quelque part bien au-delà des murs de l'hôpital, essayant de saisir une vérité qui ne semblait pas réelle. Je suis resté immobile devant la porte fermée. Je suis entré en tant que père, mais quand je suis sorti, quelque chose en moi était brisé. Ma poitrine était oppressée, comme si quelqu'un y avait déposé un rocher. J'ai marché lentement dans le couloir jusqu'à l'endroit où Chris et Judy attendaient. Judy s'est levée dès qu'elle m'a vu. « Papa ? Est-ce qu'il va bien ?» J'ai acquiescé, même si cela m'a demandé un effort. Oui, ils ont dit qu'il était stable. L'opération est terminée. Chris a poussé un soupir de soulagement et s'est rassis sur sa chaise. Ils ont dit qu'ils avaient besoin d'un membre de la famille compatible, ai-je continué, ma voix plus douce que d'habitude, presque froide. Je ne l'étais pas. Judy a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je me suis assis à côté d'elle, me frottant les mains l'une contre l'autre, essayant de me calmer. Ils ont fait les tests. Apparemment, je ne le suis pas. Je ne suis pas compatible avec Marc. Il y a eu un long silence. Attends, a dit Chris. Pas compatible. Jean, pas assez proche. J'ai secoué la tête. Judy me regardait fixement, essayant de comprendre. Tu ne le hais pas. Non, non, ai-je murmuré. Pas biologiquement. Pas de la manière qui compte. Judy a couvert sa bouche, les yeux écarquillés. Chris a juste cligné des yeux, la mâchoire serrée. Tu veux que je me propose, a demandé Chris après un moment. Je l'ai regardé, épuisé. Sa question me semblait lointaine, mais j'ai acquiescé. Si tu te sens de le faire. Chris n'a pas hésité, bien sûr. Il s'est levé et a suivi l'infirmière qui attendait. Judy n'a pas bougé. Elle était silencieuse, serrant le téléphone de Marc. Puis sa voix a brisé le silence. Maman est au courant. J'ai expiré lentement, amèrement. Non. Elle ne répond à aucun de mes appels. Judy a regardé le téléphone de Marc, son expression devenant vive. Attends. Tu te souviens quand elle a oublié Marc à l'entraînement de foot ? J'ai configuré ce localiser mon appareil sur son téléphone. C'est toujours actif. J'ai cligné des yeux. Tu peux voir où elle est, si elle n'a pas désactivé le partage de position. Elle tapota son téléphone, et après un instant, son visage se durcit. Elle ne l'a pas désactivé. Elle leva le téléphone. Un point clignotant pulsait sur l'écran. Elle n'est pas au travail. Mon estomac se noie. Où est-elle ? Elle est dans un motel. Je me penchai, lisant l'écran. Motel 8 Highway, sortie 14. Le silence entre nous changea. Il était lourd maintenant, épais de cette prise de conscience. Appelle la réception, dis-je, ma voix ferme. Judy fit ce que je lui demandais. Elle parla rapidement, sa voix calme, puis se tourna vers moi. La chambre est au nom de DMRC. Je serrai la mâchoire. Dylan. Je sortis mon téléphone, composant le numéro. Une sonnerie, 2, 3. Puis ça décrocha.
Dylan Mersey. Une voix masculine nonchalante se fit entendre. Je ne répondis pas tout de suite. Je respirais juste dans le silence. Qui est à l'appareil? Demanda Dylan. Passe-la-moi, dis-je, froidement et sans émotion. Il y eut une pause, un remue-ménage, puis une voix tendue. Je crois que vous faites jeudi. Passe-la-moi. Le ton de Dylan se fissura, la vérité le frappant de plein fouet. Écoutez, elle n'est pas là, d'accord? Je ne sais pas ce que vous croyez. Passe-la-moi. Un murmure étouffé, puis la voix de Victoria, tremblante, hésitante. Allô? Je ne haussais pas la voix. Je n'en avais pas besoin. Victoria? Mark a eu un accident. Il a été opéré. Silence. De celui qui crie plus fort que les mots. Où es-tu? Encore du silence. C'est bien ce que je pensais. Je raccrochais. Plus de mots à dire. Les néons n'avaient pas changé. Les chaises étaient toujours froides, le couloir toujours aussi stérile. Mais quelque chose en moi avait changé. Je restais assise, immobile, les mains jointes, les yeux vides, fixant le vide. Puis j'entendis les pas. Clic, clic, clic. Je tournai la tête vers l'entrée, et elle était là. Victoria, essoufflée, les cheveux ébouriffés par le vent mais son maquillage toujours intact, entra d'un pas assuré dans la salle d'attente, portant des talons trop hauts et un manteau trop court. Elle regarda autour d'elle, me repéra et se précipita. Alex halta et elle. Je suis venu dès que je me levai. Lentement, calmement, comme la marée qui monte. Ne dis rien, dis-je. Ne prononce même pas un mot. Elle se figea sur place, ses yeux scrutant mon visage, son expression changeant pour quelque chose que je ne pouvais pas déchiffrer. Je m'approchai, ma voix tranchante et basse, un feu juste sous la surface. Tu sens les draps de motel imprégnés de la sueur de quelqu'un d'autre. Ses yeux s'écarquillèrent. Sa bouche s'ouvrit. Elle allait nier, expliquer, supplier. Mais rien ne sortit. Je ne bronchais pas. Je ne haussais pas la voix. Je laissais juste la phrase planer. Mark s'en est sorti. L'opération est finie. Il va bien. Elle expira, un murmure de soulagement s'échappant de ses lèvres, mais il fut immédiatement étouffé. Ils avaient besoin d'un parent proche pour une compatibilité. Elle cligna des yeux. Tu veux dire qu'ils avaient besoin? Oui. D'un parent. Je fis une pause, le silence entre nous, tranchant comme du verre. Seulement, je ne suffisais pas. Son souffle se coupa. Elle regarda autour d'elle, cherchant, comme si quelqu'un allait venir la sauver. Comme si elle pouvait s'échapper. Je sais, Victoria, dis-je, ma voix soudainement froide. Je sais qu'il n'est pas de moi. Des larmes lui montèrent aux yeux. Alex, s'il te plaît. Laisse-moi t'expliquer. Garde ça. Vraiment. Ça devient encore mieux. Je me penchai légèrement, parce que je vais aussi faire tester les deux autres. Ses genoux fléchirent. Pendant un instant, elle vacilla. Non. Puis elle s'effondra. Son corps heurta le sol dans un bruit sourd. L'infirmière cria. Les gens se précipitèrent pour l'aider. Quelqu'un demanda de l'assistance. Mais je ne bougeais pas. Je restais là, la regardant comme si elle était une étrangère, comme si elle n'avait jamais eu sa place ici. Le doux bip des moniteurs emplit la pièce. Mark était éveillé, les yeux fixés sur le plafond, la mâchoire serrée, toujours silencieux. La porte s'ouvrit en grinçant. Victoria entra lentement, prudemment, comme si l'espace autour de lui était sacré. Son visage était pâle, son maquillage coulant, ses yeux rougis par des nuits sans sommeil. Elle tenait une tasse de tisane à la camomille tiède dans ses mains tremblantes. « Salut, chérie. » Sa voix se brisa sur le premier mot. « Je t'ai apporté du thé. Tu as toujours aimé la camomille. » Mark tourna la tête vers elle. Ses yeux étaient froids. « Tu peux partir. » Elle se figea. « Mark, j'ai dit pars. S'il te plaît. Je sais que tu es en colère, mais sors. » Les mots étaient même calmes, mais ils frappèrent plus fort qu'un cri. Elle posa la tasse sur la table de chevet avec des mains tremblantes, comme si elle déposait quelque chose de précieux. Puis elle se tourna et quitta la pièce sans se retourner. Victoria était assise devant sa chambre, immobile.
La même chaise, le même regard fixe, parfois avec un café, parfois juste vide, les mains serrées sur ses genoux. Elle ne dormait pas. Elle mangeait à peine. Chaque matin, elle demandait à l'infirmière, « Puis-je le voir aujourd'hui ?» Et chaque jour, la réponse était la même. « Il ne veut toujours pas te voir parfois. » Marc se criait dessus à travers la porte fermée. « Dites-lui de partir. » Elle ne partit pas avant un matin où elle le fit. La pluie tombait en une fine bruine. Victoria se tenait sur le porche, trempée, son manteau collé à sa peau, son mascara coulant à cause des larmes et des intempéries. Elle essaya la clé. Elle ne tourna pas. De nouveau, plus fort. Toujours rien. Elle sonna une fois, 2 fois. Finalement, la porte s'ouvrit. Je me tenais sur le seuil, un sac de provisions à la main. Je ne dis rien au début, je me contentais de la regarder comme si elle était quelque chose de lointain, un souvenir que je ne voulais plus emporter avec moi. « Tu as changé les serrures. »« Oui, » répondit-elle d'une voix ferme et froide. « Tu ne vis plus ici, Alex. » Les résultats du test sont arrivés. Elle me coupa. Chris n'est pas de moi non plus. Elle porta ses mains à sa bouche et recula d'un pas, titubante. Tout son corps tremblait. Donc, je suppose, dis-je d'une voix plus douce, que tu n'as été fidèle qu'à notre aîné. 1 sur 3. C'est un sacré ratio. Ses genoux faillirent la lâcher. Elle s'agrippa à la rampe pour se soutenir. Je n'ai rien planifié de tout ça, murmura-t-elle. Je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal. Tu ne m'as pas fait du mal. Je la fixais. Tu nous as détruits. Je me retournai et entrai, refermant la porte sans la claquer. J'y mis simplement fin. Victoria resta là, sous la pluie, immobile. Puis, lentement, ses poings frappèrent la porte. « Alex, s'il te plaît. S'il te plaît, ne fais pas ça. C'est toujours chez moi. » Elle sanglotait, frappant plus fort. « J'ai fait des erreurs, je le sais. Mais je suis toujours leur mère. Laisse-moi entrer. » Aucune réponse. Seul le bruit de la pluie et le bruit de sa détresse. Quelques jours plus tard, j'entendis des pneus crisser sur le gravier. Une voiture noire s'arrêta et Dakota en sortit. Grande, fière, furieuse, traînant une valise derrière elle comme si c'était une arme. Elle ne dit pas un mot, se contenta de remonter l'allée et s'arrêta au pied du porche, les bras croisés. « Il faut qu'on parle, dit-elle. » Je ne bronchai pas. Je ne pense pas. Elle est ma fille, Alex. Ouais, j'avais remarqué, expira-t-elle bruyamment, les narines frémissantes. Elle a fait une erreur. Non, répondis-je sèchement. Elle a adopté un style de vie. Tu ne vas pas effacer 20 ans de mariage pour quelques écarts. Les gens trompent, Alex. C'est humain. C'est désordonné. Mais vous avez des enfants ensemble. Vous avez une histoire. Et maintenant, nous avons les résultats ADN, rétorquai-je. Tu veux les voir? Dakota se raidit. Elle n'est pas la seule à blâmer. Tu travaillais trop. Tu t'es laissé aller. Tu l'as laissée seule affectivement bien avant qu'elle ne se tourne vers quelqu'un d'autre. Je descendis du porche, me plantant devant elle. Dis ce que tu veux sur moi, mais j'étais là tous les matins, tous les soirs. J'ai ramassé les morceaux qu'elle laissait tomber. J'ai embrassé les genoux écorchés, préparé les déjeuners, pensé aux sorties d'école. Contrairement à ta fille. Sa voix se brisa. Elle ne va pas bien, Alex. Tu le sais. Elle a eu du mal après sa maladie. Tu ne veux pas la revoir malade, n'est-ce pas? Je la fixais. Si elle retombe malade, ce ne sera pas un accident. Ce sera justice. Son visage se tordit de rage. Elle leva la main, pas haut, pas vite, mais suffisamment pour signaler quelque chose. Je ne bougeais pas. Puis, soudain, la voix de Marc coupa l'attention. Non. Nous nous retournâmes tous les deux. Marc se tenait près du portail, un sac à dos sur une épaule, palmet tenant bon. Tu n'as pas le droit de le frapper. Dakota se figea. Marc s'avança lentement, s'arrêtant à mes côtés. Tu n'as pas le droit de la défendre non plus, dit-il, fixant sa grand-mère dans les yeux. Le silence entre eux n'était pas vide. Il était lourd. Un verdict. Dakota regarda de l'un à l'autre, et pour la première fois, elle n'avait rien à dire.
Je posai doucement la main sur le dos de Marc. Nous nous retournâmes, entrâmes dans la maison et fermâmes la porte derrière nous. Mais Dakota nous suivit. Vous n'avez pas le droit de me dire de partir, lança-t-elle. Cette maison appartient toujours à ma fille et à son mari. Vous n'êtes pas divorcés. Je ne bronchais pas, pas encore. Mais les papiers sont déposés. Elle recevra la vie d'un jour à l'autre. La lèvre de Dakota se retroussa de dégoût. Tu crois que ça fait de toi le roi de ce château? Elle leva son téléphone et se mit à tapoter. Nous verrons bien ce que Victoria a à dire à ce sujet. Elle appuya sur appeler et se dirigea vers la cuisine tandis que le téléphone sonnait. Chérie, roucoula-t-elle quand l'appel fut connecté. Il croit qu'il peut me mettre dehors. Tu dois rentrer tout de suite. Il n'a pas le droit. Vous êtes toujours mariés. Et c'est toujours ta maison. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre. 10 minutes plus tard, des phares balayèrent l'allée. La porte d'entrée s'ouvrit. Victoria entra lentement. Ses vêtements étaient froissés, son visage pâle et rouge à force de pleurer. Ses yeux se tournèrent nerveusement autour d'elle. « Alex, dit-elle d'une voix tremblante. On peut parler ?» Avant que je puisse répondre, une autre voix se fit entendre depuis l'escalier. « Non. On ne peut pas parler. » Marc descendait lentement, tenant quelques feuilles de papier et son téléphone. Victoria se tourna vers lui, surprise. « Marc, non. » Sa voix était froide. « J'ai déjà déposé une ordonnance restrictive contre toi. » La pièce se figea. « Quoi? Tu n'as plus le droit de t'approcher de moi. Ni à l'école, ni dans cette maison, ni à l'hôpital. J'ai déjà appelé la police. » Victoria cligna des yeux comme quelqu'un qui essaie de se réveiller d'un cauchemar. « Tu ne peux pas être sérieux. » Marc me tendit les documents et brandit son téléphone. « Ils sont en route. » Dakota se précipita vers Marc. « Tu ne peux pas faire ça à ta mère. » Elle l'a fait elle-même, dit-il, impassible. Victoria tomba à genoux. « S'il te plaît, murmura-t-elle. Je sais que j'ai merdé. Je sais que j'ai fauté. Mais je suis toujours ta mère. Tu es mon bébé. S'il te plaît. » Elle rampa vers lui, essayant de l'atteindre. « Marc. Marc, s'il te plaît, ne les laisse pas m'emmener. » Mais il recula lentement, sans dire un mot. Puis on frappa. 2 policiers entrèrent, calmes mais fermes. « Madame, dit l'un d'eux à Victoria. Nous avons besoin que vous quittiez la propriété immédiatement. Il y a une ordonnance de protection provisoire en vigueur. Il faudra régler ça devant le tribunal. » Non. S'il vous plaît. Elle pleura, agrippant le cadre de la porte. J'ai juste besoin de serrer mon fils dans mes bras. Juste une fois. S'il vous plaît, madame, sortez, répéta l'officier plus fermement. Dakota cria sur les policiers. C'est absurde. C'est sa mère. Vous ne pouvez pas. Le second policier se tourna vers elle. Vous aussi, madame. Vous ne résidez pas dans cette propriété. Vous devez partir. Victoria sanglota inconsolablement tandis que les policiers l'escortaient doucement, ainsi que Dakota, jusqu'à la porte. Alex, s'il te plaît. Elle hurla à travers ses larmes. Ne les laisse pas faire ça. Ne le laisse pas me haïr pour toujours. Je me tenais en haut des escaliers, à côté de Marc. Je ne disais rien. Je regardais simplement jusqu'à ce que la porte se referme et que le silence reprenne possession de la maison. Le soleil était bas, projetant de longues ombres. Je me tenais dans la cour devant, arrosant les haies. Pas parce qu'elles en avaient besoin, mais parce que cela donnait quelque chose à faire à mes mains. Une voiture s'arrêta. Familière. Clark en sortit lentement, vêtu d'un jean et d'un sweatshirt, les épaules plus lourdes que d'habitude. Il s'approcha comme s'il s'approchait d'une tombe. Je le vis. Ne lui fis pas signe, ne dis rien. Clark s'arrêta à quelques pas. Salut. Je fermai le robinet, laissant le silence s'installer. Tu as 1 minute, demanda Clark. J'haussai les épaules. Je suppose. Il se remua maladroitement, puis me regarda dans les yeux. Je la quitte, dit-il. Millie? J'ai déposé les papiers ce matin. Je levai un sourcil mais ne répondis pas. J'ai découvert hier soir qu'elle couchait avec son professeur de yoga et le type de la boulangerie et Dieu sait qui d'autre.
Je pense que la liste est plus longue que je ne veux l'admettre. Il laissa échapper un court rire amer. On dirait que Victoria n'était pas la seule à bien faire semblant. Je restais silencieux, la mâchoire serrée. Elle l'encourageait. Tu sais, ajouta Clark. Tout ça. Elle disait à Victoria qu'elle méritait mieux, qu'elle devrait commencer à vivre un peu. Que tu la freinais. Sa voix se tendit. Je ne savais pas jusqu'où c'était allé avant maintenant. Et je suis désolé, Alex. Je suis désolé que nous ayons jamais emménagé dans ce quartier. Je crois que nous avons brisé quelque chose juste en étant ici. Je le regardais, sans colère sur mon visage, juste le calme de quelqu'un qui avait déjà tout donné. Vous n'avez rien brisé, dis-je. C'est ma femme qui a fait ça. Il y a longtemps. Bien avant que vous n'ayez jamais déballé un carton. Clark hocha lentement la tête, les yeux rivés au sol. Plus de défense possible de toute façon, murmura-t-il en reculant. Je voulais juste que tu l'apprennes de moi et pas par les commérages du quartier. Il se tourna pour partir. Clark. Il s'arrêta et regarda en arrière. Tu n'es pas la pire chose qui soit arrivée ici. Clark ne sourit pas, mais quelque chose dans sa posture s'adoucit. Puis il marcha jusqu'à sa voiture et s'en alla. Et maintenant ce jour était arrivé. Des lumières tamisées filtraient à travers les hautes fenêtres de la salle d'audience. La pièce était silencieuse, stérile, le léger froissement des papiers et les murmures des avocats étant les seuls sons. J'étais assis à droite, composé, vêtu d'un costume sombre. Mon expression était calme mais distante. Le calme d'un homme qui n'avait plus rien à défendre et plus rien à perdre. Victoria était assise à gauche, à peine reconnaissable. Son apparence autrefois glamour avait disparu. Pas de maquillage, des vêtements simples. Ses cheveux, autrefois parfaitement coiffés, étaient ramenés en un chignon modeste. Elle paraissait plus petite, comme si la vie l'avait réduite à elle-même. Le juge examina les documents en silence. Les avocats avaient déjà parlé. Il n'y avait aucun drame dans les faits juridiques, aucun actif contesté, aucune bataille pour la garde parce que Victoria avait tout cédé. Je la regardai une fois, brièvement. Elle ne répondit pas à mon regard lorsqu'on lui demanda si elle avait une dernière déclaration à faire. Elle se leva lentement, s'agrippant à la table pour s'équilibrer. Sa voix tremblait, mais elle portait à travers la pièce. J'avais tout, dit-elle. Un mari qui m'aimait, des enfants qui me faisaient confiance. Une maison, une vie. Elle déglutit, les yeux brillants mais refusant de pleurer, et j'ai tout gâché, tout ça pour rien, pour du vide. Elle se tourna légèrement vers moi. Je ne m'attends pas à être pardonné. Je ne le mérite même pas. Mais je suis désolé, et je porterai ça jusqu'à la fin de ma vie. Le juge finalisa le décret avec un signe de tête et un coup de tampon ferme. C'était terminé. Mais alors que la salle commençait à se vider, quelque chose changea chez Victoria. Ses yeux brillèrent, une vague d'émotion la submergea. Elle fit un pas en avant, sa main se tendant comme pour me saisir. Tu ne comprends pas, Alex. Tu ne peux pas me faire ça. Cria-t-elle, la voix s'élevant. J'étais ta femme. Je t'ai tout donné. Je me figeai. La tension dans l'air s'épaissit. Je n'ai pas bronché, je suis resté planté là tandis qu'elle fonçait sur moi. Victoria, arrête. Ai-je dit calmement, mais elle n'écoutait pas. Elle s'est jetée en avant, les mains tendues, visant mon visage, prête à griffer. La pièce s'est figée dans un silence complet tandis que ses mains se rapprochaient, mais avant qu'elles ne puissent atteindre leur cible, 2 agents de sécurité se sont précipités et l'ont attrapée, la tirant en arrière. Non. Lâchez-moi. A-t-elle hurlé, se débattant dans leur emprise. Vous ne pouvez pas faire ça. Il la retenait, et j'entendais ses cris tandis qu'il l'escortait hors de la salle d'audience. Vous êtes en train de ruiner ma vie. Les agents l'ont maîtrisée avec des mains calmes mais fermes, l'arrêtant pour trouble à l'ordre public. La scène avait dégénéré en chaos pendant un instant, mais maintenant la pièce retrouvait son calme vide. Je n'ai rien dit en la regardant être emmenée, je suis resté là, ressentant le poids de tout qui se refermait enfin sur moi. C'était fini. Un mois s'est écoulé. Le ciel présentait un gris sombre, avec une brume accrochée aux collines ondoyantes. Une voiture compacte s'est arrêtée à côté de l'enceinte de pierre de l'ancien monastère. Victoria en est sortie seule, vêtue entièrement de noir, sans bagage ni sac, ne portant qu'elle-même.
Une nonne, avec un signe de tête doux et connaisseur, a ouvert le lourd portail de bois pour l'accueillir. Je n'ai pas jeté un regard en arrière sur mon passé. J'étais résolu à ne plus gaspiller un seul instant à ressasser ce qui avait disparu. J'ai quitté le palais de justice, suis monté dans ma voiture et me suis rendu à mon rendez-vous. C'était, enfin, mon époque.